s'agissait de doter la France d'un lieu dédié entièrement au vitrail pour faire ça, pour diffuser toutes les connaissances autour de cette discipline qui était un petit peu en mauvaise part dans l'histoire générale du vitrail. Donc faire connaître le vitrail ancien conservé dans les bâtiments, qui était en péril également après de nombreuses années de soins pas toujours très attentionnés, et puis de faire connaître aussi les nouveaux artistes et les nouveaux maîtres verriers qui concevaient de nouveaux vitraux pour ces édifices et également pour l'habitation privée. Alors ça c'est 1980, mais depuis ce projet initial a évolué car aujourd'hui nous avons un équipement qui a 3 départements très distincts qui s'adressent à des publics différents et complémentaires. Le premier département de première activité, c'est le musée du vitrail. Ce musée du vitrail, installé dans ces bâtiments où nous sommes, qui est un monument protégé au titre des monuments historiques, présente une collection importante et originale de vitraux de la Renaissance. C'est une collection unique de vitraux authentiques de cette époque qui comporte à peu près 70 panneaux et constitue une pièce importante dans l'histoire générale du vitrail à Chartres, puisqu'on a la cathédrale et le Moyen-Âge qui est très connu, et puis après les créations qui ont été faites par les ateliers du 19e, également très connues. Donc ce musée du vitrail comporte cette collection de vitraux anciens et également toutes les expositions de vitraux modernes que nous présentons régulièrement dans ces espaces historiques de Louhens. Autrefois, c'était attaché à la cathédrale, ça appartenait au chapitre de la cathédrale. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui sert à héberger les activités du centre du vitrail. Le deuxième département sont les formations. Alors, en matière de formation, nous adressons à 2 publics, les publics de la formation professionnelle continue, avec 2 diplômes reconnus par l'État, puisqu'ils sont inscrits au registre national des certifications professionnelles et qui permettent d'avoir une formation complète de telle sorte que les stagiaires puissent être autonomes ensuite et pouvoir s'insérer dans le circuit du travail, aussi bien à titre d'entreprise individuelle que comme salariés dans des entreprises un petit peu plus importantes. Alors cette formation professionnelle, elle est aussi déclinée sous forme de stage en amateur, disons d'une pratique intensive de loisirs en amateur, mais qui souvent constitue le pas vers une vocation qui se traduira ensuite par des formations pour pouvoir être professionnel. Donc ces 2 aspects de la formation constituent un département important de notre activité aujourd'hui. Nous sommes quasiment les seuls en France à proposer ce type de cursus au sein de cette discipline très particulière qu'est la création vitrail et aussi les questions liées à la conservation et la restauration des vitrails. Troisième grande activité, nous l'avons intitulée École du vitrail et du patrimoine. Dans ce lieu qui se situe devant la cathédrale, dans le grand bâtiment qui a été construit à l'emplacement de l'Hôtel-Dieu, eh bien nous accueillons d'abord les classes d'enfants. Nous accueillons plus de 500 classes d'enfants chaque année et à qui nous proposons des activités éducatives dans le cadre des programmes de l'enseignement de l'histoire des arts. Et puis nous avons développé des cours et des ateliers pour des pratiques, des cursus, des parcours académiques pour enseigner les arts liés à la cathédrale. Alors il y a le vitrail bien sûr, mais il y a aussi tous les arts, l'iconographie, en particulier l'image, l'iconographie. Nous accueillons des artistes en résidence d'artistes qui viennent ici pour trouver une formation plus individualisée, plus adaptée à leurs problématiques lorsqu'ils ont une commande de vitrail et qui n'ont pas toujours dans les ateliers les techniques disponibles. Donc ils peuvent venir ici pour effectuer un cursus de recherche spécifique de moyens d'expression qu'ils vont ensuite mettre en œuvre dans des ateliers professionnels lorsqu'ils seront plus à l'aise et plus familiers avec ces techniques et pourront ainsi dialoguer plus facilement avec les professionnels qui, eux, souvent, n'ont pas toujours le temps d'accompagner ces parcours de recherche de moyens d'expression pour des artistes qui sont sollicités dans le cadre de programmes et de commandes publiques. Moi, je peins ici et avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que je suis entouré par des chefs-d'œuvre tout autour et qui me donnent une impulsion pour travailler. Et puis en même temps, j'ai le goût de travailler un peu dans un atelier avec autour des gens qui passent,
avec qui on échange des propos. Par exemple, les stagiaires qui sont à droite et à gauche du travail, et les visiteurs qui parfois passent la tête et me demandent de venir voir de plus près. Mais ce que je trouve très important, c'est le fait du musée qui est là, présent, autour du travail. Alors, l'intérêt, évidemment, le très gros intérêt pour un certain public qui passe, c'est de prendre conscience en voyant quelqu'un agir pour essayer de trouver des solutions avec le vitrail, de prendre une véritable conscience de ce qu'est le vitrail. Les stagiaires, bien sûr, pour eux, c'est encore mieux puisqu'ils expérimentent complètement. Mais moi, je me trouve dans une situation un peu bizarre d'artiste en résidence. Le CIV, depuis l'origine, est sous la forme d'une association de loi de 1901, ce qui est un cadre très général et pas d'une grande originalité. Mais je crois que l'intérêt, c'est de réunir à la fois des professionnels, des spécialistes, des partenaires qui sont des collectivités locales et également, bien entendu, des adhérents individuels ou bien des personnes morales qui peuvent être intéressées à un titre ou à un autre par les activités du CIV. Donc tout ceci donne une composition originale du conseil d'administration, composé de membres de droit, bien entendu, notamment les représentants des grandes collectivités locales, le préfet, l'évêque de Chartres, des personnalités qualifiées, et puis également des représentants, disons, de la société civile s'intéressant à la fois aux activités du CIV et au thème du vitrail d'une manière générale. Alors ceci est assez original parce que c'est un conseil d'administration qui débat très largement des choses. Les partenariats sont très actifs. Le dialogue avec nos grands partenaires institutionnels sont tout à fait importants. Et du point de vue budgétaire, c'est ce qui est, je crois, intéressant de noter, nous arrivons dans cet équilibre tel que je viens de vous le décrire, à avoir pratiquement plus de 60% de ressources propres qui sont dues aux activités muséales, aux activités de formation, etc. Donc, je dirais que l'harmonie de nos relations avec les collectivités locales, qui sont nos grands partenaires fournisseurs, est excellente parce qu'elles participent, certes, avec une grande fidélité, mais au-dessous d'un seuil de 40% du financement. Donc je crois que ça c'est très important et nous en rendons compte chaque année évidemment à l'Assemblée Générale qui, comme c'est son rôle, doit approuver les grandes orientations de développement culturel, touristique, mais en même temps évidemment approuver toute la phase administrative qui est indispensable dans une association qui est gérée très sainement. Alors tout ceci se fait grâce à une petite équipe administrative et scientifique au sein du CIV, donc sous la direction de Jean-François Lagier, le directeur, avec du personnel qui est ou permanent ou attaché à tel ou tel type d'activité, comme les conférencières par exemple. C'est à partir de là, donc, on peut imaginer la politique, qu'on peut la proposer au Conseil, qu'on peut la faire approuver par l'Assemblée Générale. Et s'ajoute à cela, car il est actif depuis cette année, un conseil scientifique, donc composé sous la présidence de Jean-Paul Dorande, qui est vice-président, composé d'un certain nombre de personnalités qualifiées, des universitaires comme Jean-Paul Timbert, qui enseigne à Lille 3 et qui est maintenant aussi à l'INHA, mais aussi les représentants de la DRAC et des personnalités ayant travailler sur les sujets qui sont ceux du CIV. Donc ce conseil scientifique propose des thématiques, organise un congrès annuel
Donc après le congrès international de l'an dernier sur l'art gothique, nous nous centrerons cette année au printemps sur la cathédrale gothique elle-même. Alors donc évidemment avec autour des vitraux, mais en élargissant autour de tout cela sur les différentes disciplines qui composent les cathédrales gothiques, l'étude des cathédrales, les cathédrales d'hier et les cathédrales d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est une cathédrale aujourd'hui? Donc tout ceci en fait est une illustration d'une idée que nous avons, c'est évidemment de ne pas se cantonner dans le seul monde du vitrail. Je suis membre du conseil, effectivement, depuis un grand nombre d'années. C'est Pierre Firmandido qui m'avait demandé, du fait des travaux que j'ai pu faire sur les vitraux de la cathédrale de Chartres. L'objet des vitrails est directement impacté par le CIV et une thèse donc, sur l'art du récit dans les vitraux. Il se trouve que mon épouse a aussi travaillé sur les vitraux de la cathédrale de Chartres. C'est un immense patrimoine qu'on n'a pas épuisé. Et donc à ce titre, effectivement, j'étais très proche du CIV. J'ai proposé une ou deux expositions sur la manière de lire des vitraux anciens. Et puis, de fil en aiguille, donc, le CIV, avec des propositions qui permettent à l'universitaire que je suis d'être dans une interface, finalement, puisqu'on organise des colloques, il y a toute cette école qui est mise en place avec de nombreux cours, des visites, toute une activité, finalement, de transmission, donc, qui s'est un peu renforcée avec la mise en place d'un conseil scientifique, qui permet de vérifier avec des instances extérieures, des personnalités extérieures, de vérifier la qualité de ce qui est enseigné, de ce qui est exposé au cours des expositions ou encore de ce qui est mis en œuvre dans les visites. Donc c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut toujours combiner la science et les exigences scientifiques avec le travail de communication et de vulgarisation. Il y a également des mécènes qui sont des mécènes institutionnels, enfin institutionnels et privés du monde économique. Donc nous essayons d'intéresser au mécénat des réseaux locaux, comme par exemple les réseaux de banques, de caisses d'épargne, des commerçants. On ne désespère pas un jour d'avoir une sorte de petit parcours dans les vitrines des commerçants pour tous les commerçants qui auront mécéné le CIV. Donc il y aura un parcours du vitrail à travers les boutiques aussi. Donc là, c'est là aussi un rendu pour un prêté. Et puis nous avons heureusement aussi l'appui de quelques grands acteurs majeurs. Et donc la compagnie de Saint-Gobain est partenaire fidèle depuis pas mal d'années maintenant. En tant qu'elle est évidemment la seule à maintenir une activité de verre à vitrail traditionnel dans son usine de Saint-Just-sur-Loire. Donc c'est une usine qui finalement, tout en étant dans l'orbite d'un grand groupe industriel, a aussi largement le caractère d'un atelier national, il faut bien le dire, parce que finalement le mécénat de Saint-Gobain, il est double, il est direct en ce qu'il apporte des financements au CIV, mais il est indirect dans la mesure où c'est une usine qui, économiquement laissée dans son isolement, aurait fermé depuis longtemps. Et donc il n'y aurait plus de ressources en la matière, pour en tout cas le territoire français. Alors, sinon, il faut aller soit en Allemagne, soit moins cher encore en Pologne. Donc là, ça nous renvoie à des débats beaucoup plus vastes. Donc là aussi, le domaine du mécénat, vous voyez, est un domaine d'échange extrêmement actif, mais je crois qu'il faut que chaque partenaire y trouve son compte. Donc c'est notre philosophie. Dans le cadre des expositions temporaires, nous pouvons avoir aussi des partenariats très actifs, soit avec des professions, comme par exemple en Allemagne, bien entendu, les vitraillistes allemands, les artistes allemands, qui d'ailleurs même au plan économique se fournissent à d'autres sources que les sources françaises. Hein. Les usines de verre traditionnelles, il n'y en a plus beaucoup en France. Hein. Il y en a une en France, il y en a une en Allemagne et il y en a une en Pologne. Hein. Enfin, il y a une ou deux en Allemagne et en Pologne. Donc la coopération internationale est aussi
artistique et économique. Il faut bien avoir les deux volets de la question. Je crois que c'est très, très important. Et puis, il faut s'ouvrir sur d'autres idées. Par exemple, en Espagne, il y a un patrimoine de vitraux absolument extraordinaire. Et s'il y a une cathédrale qu'on peut comparer à Chartres, c'est celle de Léon, par exemple. Je crois qu'il serait bien un jour de développer aussi, peut-être sous forme d'un échange d'exposition, un partenariat avec cette richesse artistique qui vaut la nôtre, mais évidemment c'est l'Espagne du Nord, c'est-à-dire c'est l'Espagne gothique qui a un peu profité quand même de tout ce qui avait surgi en France à l'époque gothique. Le centre a cette caractéristique d'être le seul lieu en Europe de diffusion des créations, des travaux des artistes d'aujourd'hui dans le monde du vitrail. La prochaine exposition va rassembler plus de 280 artistes venus du monde entier qui vont présenter plus de 400 vitraux en exposition dans notre bâtiment et nous sommes là une vraie plateforme de diffusion de cette création internationale extrêmement active et dynamique, aussi bien en France que dans les pays européens. Et donc le Centre du Vitrail s'est constitué une réputation et pour pouvoir montrer ces travaux et le renouveau du vitrail contemporain aujourd'hui dans le monde.